Alors peut-être qu'il faudrait mettre un micro ici parce que moi je ne vais pas le lâcher le lien. Voilà, comme ça vous passez, super. Bon alors bonjour à vous tous. Je suis ravie de voir que vous êtes très nombreux à être venus à cette conférence consacrée à Wattway, quand la route devient une énergie pour demain. Donc organisée, comme vous le voyez, par Colas, qui est évidemment au sein du groupe Bouygues. Pas très loin d'ailleurs, Bouygues, vous pouvez tout voir sur le stand, et en particulier cette route solaire, vous pouvez la voir aussi physiquement, donc ça c'est quand même intéressant pour vous, mais ça sera tout à l'heure évidemment après la conférence. Ravi d'être avec vous, je me présente juste rapidement, Nathalie Croiset, je suis journaliste spécialiste Green Business, Nouvelle Économie, donc ravi d'être là pour parler de ces sujets qui sont des sujets d'avenir. Et d'ailleurs vous êtes tous très jeunes dans ce public et j'en suis ravie parce que voilà, on est en train de construire le monde de demain. Alors pour résumer rapidement, donc évidemment on le sait, la demande énergétique va doubler d'ici 2050, et dans ce contexte, la route peut devenir une énergie pour demain. Colas, qui est le leader mondial des infrastructures de transport, et l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, ont mis au point, comme vous le savez, puisqu'évidemment on en a beaucoup parlé, le premier revêtement routier photovoltaïque au monde, avec cette ambition, avec 1 km de route équipée de dalles, on peut approvisionner l'éclairage public de 5000 habitants. Le projet ne cesse d'évoluer, évidemment c'est un projet, une innovation. On commence à voir qu'on peut en faire de multiples usages, d'ailleurs on le voit sur ce visuel qui est ici, et on va en parler avec les 4 intervenants qui ont accepté de venir discuter. Je les en remercie. Philippe Harel, bonjour. Donc vous êtes évidemment le directeur technique de Wattway et vous allez nous en dire un peu plus sur cette innovation et ce que ça peut apporter à la ville de demain, parce qu'on est en plein forum sur la ville durable. On va voir aussi concrètement comment ça peut se mettre en place, et notamment dans les villes, avec vous François Guettem, bonjour. Vous êtes chargé de projet d'innovation à la direction du développement économique de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, avec notamment un projet de Smart Grid, donc vous allez pouvoir nous en parler. Pour tout ça, évidemment, il faut un réseau, et ça c'est important, et c'est le cas avec Enedis. Alors juste pour préciser, c'est le nouveau nom de RDF, pour ceux qui ne le sauraient pas évidemment. Et donc vous êtes là, Olivier Compès, bonjour, directeur client, territoire et concession chez Enedis, pour nous en parler. Et puis c'est important aussi de parler de ce qui passe ici, à Lyon, dans cette ville, et notamment en matière de mobilité. Avec vous, Pierre Soulard, bonjour, vous êtes au service mobilité urbaine à la métropole du Grand Lyon, et vous allez nous en dire plus sur ce qui concerne aussi l'électromobilité et comment Wattway aussi peut se mettre dans cette démarche-là. Alors je commence par vous, vous pourrez poser des questions à la fin. Le but c'est que ça ne soit pas uniquement entre nous, évidemment, on est là aussi pour des échanges, surtout que vous êtes nombreux. Et aussi vous pourrez retrouver cette conférence, je tiens à le préciser, en intégralité sur YouTube. Si vous manquez des choses, vous pourrez le revoir ultérieurement, et ça c'est quand même bien, cette conférence depuis Polytech. Alors Philippe Harel, je commence par vous, directeur technique de Wattway, nous en dire plus sur cette technologie précisément, et puis on va voir aussi avec vous les évolutions potentielles. Oui, donc bonjour à tous. Donc en effet, la partie technologique, je dirais à la base, ça reste du photovoltaïque. Donc on a sur le photovoltaïque en tant que tel rien innové, puisque ce sont des cellules photovoltaïques traditionnelles. Le tour de force par contre, c'est qu'une cellule photovoltaïque, c'est 200 microns d'épaisseur, c'est extrêmement fragile. Et là où l'innovation est présente, c'est que nous avons réussi à rendre ce produit circulable, et circulable par tout type de véhicule. Donc aujourd'hui, on a un complexe, vous verrez quelques images, mais on a un complexe de cellules passées sur notre stand, voir le produit, puisqu'il est présent, dans lequel on a réussi à mettre cette cellule-là dans un sandwich de polymère. Et aujourd'hui, on colle ce produit-là directement sur la chaussée. On a toute une ingénierie électrique, bien évidemment. Et ensuite, on peut venir circuler sur ce produit-là, que ce soit de la circulation piéton, VL, poids lourd, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous en sommes à une phase où le produit est sorti après 4 ans, 5 ans de travaux de recherche et développement. On est dans la phase expérimentale chantier. Donc on est dans ce qu'on appelle, nous, les chantiers d'application. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de clients pionniers, des clients qui vont accepter avec nous de faire ces essais-là sur la chaussée, puisque le produit, on va le confronter à la vraie vie. On a commencé les premiers chantiers où on a déjà réalisé 4 chantiers déjà installés et un 5e qui est en cours d'installation. Nathalie en a parlé, d'1 kilomètre de long. Et sur ces chantiers-là, aujourd'hui, on va tester essentiellement 2 problématiques. Une problématique qui va être une problématique de climat, où on veut confronter le produit à différents climats, qu'ils soient pays chauds, pays froids, et donc on a des prévisions d'installation au Canada, au Moyen-Orient, au Maghreb et ailleurs. Et également, on a une problématique de trafic, puisqu'on veut tester le produit également dans tout type de configuration, que ce soit des parkings, des ronds-points, des pistes cyclables, des zones piétonnes, des carrefours giratoires, etc., etc. On n'a pas de limite pour l'instant dans l'essai, puisque
l'objectif des chantiers d'application, c'est vraiment de trouver les limites du produit, de savoir dans quelle configuration le produit va adresser le marché, et dans d'autres où potentiellement on peut avoir des échecs sur nos chantiers d'application, et on veut vraiment chercher les limites. Donc on n'a pas aujourd'hui... on ne s'est pas limité volontairement dans nos chantiers d'application. Parce que quand on parle de route solaire, on a l'impression de devoir couvrir la totalité entre guillemets de la France avec une route solaire. Vous le dites vous-même, l'ambition c'est de faire partie d'un mix énergétique avec les éclairages publics, les panneaux lumineux, avec des bornes de recharge. Enfin, on n'est pas dans cette vision-là, c'est pas celle que vous avez. Aujourd'hui, en effet, dans cette phase d'application, on n'a pas volonté en effet à faire des milliers de kilomètres dans la première phase. Ça n'a pas de sens. On veut savoir déjà bien qualifier le produit, qualifier le process et voir en effet quels usages on peut faire derrière. Donc là, on aura des cas d'usage qui vont être exprimés tout à l'heure. À partir du moment où on produit l'électricité, on peut en effet alimenter. Il y a des choses évidentes. Une borne de recharge de véhicules électriques, bien évidemment, on est sur la route. Il y a des véhicules électriques. On a la chaussée à côté. Bon, voilà, tout ça, ça a du sens. Mais nous, on a vraiment besoin de tester tous ces cas d'usage-là pour voir comment va se comporter notre produit, est-ce qu'on va pouvoir ou pas adresser le sujet. Mais nous ne sommes en effet qu'une brique du mix énergétique. On n'a pas vocation non plus à venir remplacer toutes les autres solutions énergétiques. Ce n'est pas du tout la vocation et en tout cas l'enjeu du moment, quoi. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, vous avez commencé à le dire, c'est voilà, vous travaillez avec des clients pionniers pour pouvoir faire avancer aussi votre technologie. Elle ne sort pas comme ça d'un laboratoire, comme je le disais, vous avez travaillé avec l'INES et puis voilà, on pose ça là. Mais il y a vraiment besoin d'avoir ce retour d'expérience, Philippe Harel. Après 4 ans de travaux en labo, en labo, on a fait énormément de choses. On a même une route martyre qu'on appelle chez nous, où on a installé le matériel devant nos propres bureaux et laboratoires pour rester dans la confidentialité pendant cette période de R&D. On a déjà fait un certain nombre de choses avec des passages. On a fait passer 1 million de passages de roues sur des ornireurs, des machines qui habituellement dégradent l'enrobé pour vérifier cette résistance. On a fait des essais en question climatique, on a fait des essais au feu, on a fait beaucoup d'essais. Mais arrive un moment où la limite du laboratoire fait qu'il faut sortir dans la vraie vie, quoi. Et là, sans clients pionniers, sans personnes qui ont l'expérience du terrain, qui rencontrent les vrais cas d'usage, puisque nous on reste au niveau du labo, on ne peut plus avancer, quoi. Donc on a vraiment besoin de ce partenariat pour franchir cette étape-là, quoi. Alors justement, on va commencer à le voir et puis vous pourrez continuer à réagir avec votre voisin François Guettem, comme je disais, à la direction du développement économique de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. Donc vous travaillez notamment sur un fameux projet de Smart Grid dont on parle régulièrement, voir comment peut s'intégrer justement cette technologie Wattway dans votre démarche globale. Oui, bonjour à tous. Alors juste une petite précision, on est ville nouvelle pour longtemps, mais en fait on est sorti de la ville nouvelle. On est une agglomération à part entière, de 12 communes et 230 000 habitants. N'hésitez pas à rapprocher votre micro de votre bouche, parce qu'il y a un petit peu de bruit ambiant aussi. Voilà. Et donc on n'est plus ville nouvelle, mais on fait partie de l'opération d'intérêt national Paris-Saclay, avec donc un cluster avec différentes filières d'innovation, dont l'énergie. Donc c'est pas un hasard si Wattway effectivement a été mis au point dans le centre R&D de Colas chez nous, à Magny-les-Hameaux. Et donc bien évidemment on se sentait obligé d'expérimenter cette solution, d'autant que ça correspond tout à fait au sens que nos projets urbains vont prendre dans l'avenir, et notamment effectivement un service de flexibilité énergétique dans lequel Wattway aura évidemment toute sa place. Donc ce service, il est issu de la loi de transition énergétique, donc c'est des choses assez nouvelles, hein. L'idée, c'est de prendre le meilleur de chaque énergie, donc évidemment les réseaux traditionnels, et à commencer par celui d'Enedis évidemment, le réseau de gaz aussi de GRDF, et puis de voir comment on peut mixer tout ça avec les énergies renouvelables, à commencer par effectivement la route photovoltaïque, qui sera installée donc sur espace public, dans un premier temps sur un quartier pilote, un éco-quartier, et l'idée à terme évidemment c'est de généraliser l'expérimentation sur l'ensemble de l'agglomération. Alors juste pour comprendre cet éco-quartier, voilà, il y a du photovoltaïque, de l'éolien, et comment Wattway va s'insérer dans la démarche globale, finalement ce dont on parlait avec le mix énergétique tout à l'heure. Voilà. Donc, qui dit service de flexibilité dit à l'échelle urbaine, en tout cas, une capacité de stockage. Donc, on va essayer d'expérimenter aussi du stockage sous forme d'hydrogène. Et c'est exactement le cas d'expérimentation que recherchait Colas, puisque la route photovoltaïque est très bien adaptée pour faire de l'électrolyse de l'eau, qui permet donc de faire de l'hydrogène. Et l'hydrogène, aujourd'hui, on sait à nouveau la retransformer à la demande en électricité. Donc une vraie collaboration avec l'ensemble des acteurs du système énergétique du quartier,
et en particulier, donc, encore une fois, avec les gestionnaires de réseau, GRDF et Enedis, sachant que la convention de flexibilité qui permet de faire tout ça du point de vue juridique et, j'allais dire, institutionnel, c'est avec Enedis qu'on va la mettre en place, en fait. Ça, on va en parler en détail. Mais je vais revenir vraiment concrètement, c'est de comprendre aussi d'abord où ça en est, à quel horizon, ce que vous souhaitez faire, et évidemment comment vont se dérouler les tests autour. C'est ça sur le futur parvis de l'église, c'est ça, Wattway, essayer de comprendre comment ça va se positionner aussi, cette partie de route solaire. Tout à fait. Alors physiquement, effectivement, ce sera sur espace public, sur une esplanade, devant un équipement public. De l'autre côté, il y a effectivement aussi une église. Ce sera connecté donc au réseau basse tension, classiquement. Et on aura un gestionnaire local, un agrégateur en fait, dont le statut est encore en discussion. On s'est fixé un horizon 2019 pour figer le schéma, gérer l'architecture de ce service de flexibilité énergétique. Et donc, Wattway sera une composante essentielle de ce service qui sera fourni par la collectivité. Donc, ce sera la contribution de la collectivité, de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au fonctionnement pendant les 20 ou 30 ans à venir de ce service, de ce smart grid, en fait, à l'échelle du quartier. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit? J'allais dire, on va parler de solaire, il va y avoir du micro-éolien, de l'hydrogène. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce projet. Vous venez y ajouter Wattway, cette route solaire. Qu'est-ce qui, on va dire, pourquoi avoir été séduit aussi par cette démarche, François Guettem? D'abord, il ne faut pas se le cacher, c'est un élément aussi de marketing territorial. C'est-à-dire que pour une collectivité, installer une innovation aussi visible que Wattway, c'est forcément valorisant. Ensuite, techniquement, on l'a vu, Philippe Arène nous l'expliquait, il y a déjà des démonstrateurs, donc c'est quelque chose qui a déjà prouvé sa faisabilité technique. Donc ça, c'était important pour rassurer nos élus. Et puis un autre élément, c'est qu'effectivement, Wattway, par définition, c'est sur l'espace public. Donc c'est une implication de la collectivité. C'est-à-dire que derrière, nous, on est aussi aménageurs. Donc dans ces écoquartiers, il y a des promoteurs qui vont construire. Et il s'agit pour nous de montrer l'exemple. C'est-à-dire qu'il s'agit derrière qu'eux contribuent aussi à ce smart grid multi-énergie et que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice, et en matière d'énergie renouvelable en particulier. Donc c'était une manière pour nous, aménageurs, qui restons sur les espaces publics, de montrer la volonté publique d'aller vers ce smart grid. Donc vous pensez que les collectivités, évidemment, ont un rôle fort à jouer évidemment en matière de transition énergétique. On parle souvent de territoire, vous avez évoqué ce mot et cette démarche territoriale. Oui, on parle de territoire énergie positive maintenant. Il se trouve que, encore une fois, la loi donne comme objectif aux intercommunalités dont on fait partie. Nous, on est une agglomération. Et c'est une de nos missions, effectivement, d'avoir une stratégie, une politique énergétique à moyen long terme. Et ce démonstrateur Wattway, dans le cadre d'un écoquartier, lui-même doté d'un smart grid, c'est l'orientation que nos élus veulent donner à cette politique à l'échelle territoriale. Oui, Philippe Arène, vous voulez réagir? Est-ce qu'il marche? Non, il n'a pas l'air. Il faudrait faire fonctionner le micro orange. Sinon, prenez l'autre en attendant. Oui, juste une remarque. Bon, bien sûr, moi, en tant que directeur technique, je suis plus enclin à parler de technique, de résistance du produit, de tests aux limites, etc. Ce que j'ai juste oublié de dire, et ce qui est très important, ce qu'il vient de dire François, c'est que nos applicatifs, ils ont vocation à sortir et émerger sur un vrai marché. Et donc, les clients pionniers dont je parlais tout à l'heure, on a vraiment besoin d'usages sur lesquels il y a potentiellement derrière quelque chose de faisable, de crédible qu'on va pouvoir utiliser. Le stockage de l'hydrogène, c'est un élément important parce que pour nous, le stockage d'énergie, produire de l'énergie, c'est sympa. On en parlera tout à l'heure avec Enedis, on la réinjecte beaucoup dans le réseau, mais la problématique notamment des énergies comme le solaire qui ne produisent que la moitié du temps, ad minima, il faut pouvoir stocker aussi, il faut pouvoir faire du smart grid, il faut pouvoir faire toutes ces solutions-là. Et le cas d'usage de Saint-Quentin était pour nous quelque chose d'extrêmement important pour aller tester et adresser des cas d'usage que l'on va devoir rencontrer et que l'on va adresser plus tard, quoi. Alors on va continuer justement à voir comment ça se passe concrètement sur le réseau avec vous, Olivier Compès et Enedis, puisque voilà, on l'a bien compris, vous êtes présent à Saint-Quentin-en-Yvelines avec cette convention de flexibilité dont parlait il y a un instant François Guettem. Donc qu'est-ce que ça représente pour vous, pour Enedis, pour le réseau, cette nouvelle technologie qui est Wattway? Donc déjà, le réseau de distribution en France, il est organisé
de la façon suivante. Donc Enedis exploite, entretient et développe les réseaux. Donc là, on a des nouvelles applications qui arrivent. Notre fonction historique, qui était une fonction d'investisseur, c'est-à-dire il y avait un besoin de raccordement, on raccordait. Là, Wattway, c'est typiquement le cas. On détecte lors d'une réunion informelle que Wattway a une ambition de raccorder des panneaux photovoltaïques sur le sol. C'est assez inhabituel. Et donc, on accompagne le projet. Alors, on l'accompagne simplement, c'est-à-dire, on leur dit combien voulez-vous de points d'injection, des choses très techniques, hein, comme on évoquait tout à l'heure, la tension, la puissance, ce genre de choses. Après, on leur dit, voilà, il y a un réseau qui existe, il vaut mieux se mettre à tel endroit. Donc, on fait un peu de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en sachant que Wattway est évidemment, comme nous, un fournisseur, puisque finalement, le vrai client, c'est le département, en l'occurrence, sur ce cas précis. Donc, on s'accompagne mutuellement et surtout, on écoute les attentes. L'attente de Wattway, c'est de nous dire, attendez, une fois qu'on a posé les panneaux, il n'est pas question d'aller faire une ouverture de fouille et de venir rouvrir la chaussée juste après. Donc, il faut qu'on passe un certain nombre de tuyaux, de fourreaux, etc. en anticipation. Deuxièmement, si c'est possible, de ne pas venir avec des engins lourds pendant les premières semaines pour que le temps que le revêtement se fixe bien, etc. Donc, tout ça, c'est des paramètres qu'on a intégrés. Et donc, on s'est mutuellement accompagnés pour aller le plus loin possible. Bon, après, qu'est-ce qui va intéresser maintenant le département, le client final et vous-même, hein, au niveau de Saint-Quentin, c'est finalement, Enedis, il a une fonction aussi historique qui est celle du comptage. C'est une fonction importante puisque c'est la façon de mesurer. On est un tiers de confiance puisqu'on mesure avec des appareils qui sont qualifiés métrologiquement l'énergie produite ou l'énergie consommée. Dans ce cas-ci, c'est l'énergie produite et ça va intéresser le client puisque lui, il va avoir une vision claire de ce qu'on produit, les panneaux qui auraient été posés. Voyez, ça, vous renvoyez, c'est le compteur Linky? Alors, c'est le compteur Linky. Ça dépend un peu de la puissance. Hein, ça peut être un compteur PME, PMI. Peu importe, il est communicant, c'est ce qu'il faut retenir. Le compteur va renvoyer des informations. Aujourd'hui, un client particulier comme vous et moi, il a 2 mesures par an. Hein. Demain, il en aura 17 000. À l'échelon de la France, ça fera 600 milliards de données qui vont être transmises. Donc ça va permettre à chacun de devenir consommateur parce que vous aurez votre courbe de charge et vous saurez comment vous consommez, vous saurez comment produisent les panneaux photovoltaïques et peut-être que vous allez pouvoir ajuster votre façon de consommer pour être, quand l'énergie est disponible, acteur de cette transition énergétique. Donc nous, on se positionne bien dans... Si je ne m'abuse, est-ce que nous, consommateurs, on peut regarder ou pas ce compteur Linky? Ah bien sûr. On a un accès. Ah bien sûr. Donc on peut vous aurez plusieurs accès. Alors vous avez l'accès... J'allais dire, on ne va pas le regarder toutes les 17 000 fois non plus. Vous avez l'accès habituel au travers de l'écran, qui est un écran digital. Bon, ça c'est évidemment pour les passionnés, on va dire. Après, il y aura l'espace client qui est en train de se déployer. C'est un espace que vous aurez soit sur votre site internet dédié, sur votre application smartphone, et vous pourrez aller voir votre courbe de charge, la façon dont vous avez agi, vous avez consommé, et effectivement, les fournisseurs d'électricité pourront proposer de nouveaux services. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, et là, on est à la conjonction des deux, parce que vous avez les panneaux photovoltaïques qui vont produire, réinjecter sur le réseau pour d'autres usages. En l'occurrence, ici, on a une borne de charge d'une voiture électrique qui se prépare. Donc, on aura bien une symbiose entre la consommation et la production. Et moi, je dis... alors, il faut une vraie symbiose, parce qu'on a souvent entendu parler des problèmes de réseau, justement, avec l'arrivée des énergies renouvelables. On sait bien, on a besoin de stockage, l'intermittence, etc. Toutes ces questions qu'il y a quand même derrière. Alors ça, c'est le sujet du moment. Le distributeur devient un DSO, donc DSO en anglais, c'est l'opérateur de système de distribution, puisque, comme vous l'avez compris, historiquement, on avait des centres de production, du réseau de transport-distribution, et puis le client final. Aujourd'hui, vous avez en boucle locale, sur le réseau de basse tension et moyenne tension, de la production. Et donc, on s'est retrouvé dans un système où, finalement, le distributeur doit gérer le fait qu'il y ait de l'intermittence, de l'injection d'électricité au plus près de la consommation. Donc ça, c'est une nouvelle donnée pour nous. Et la deuxième chose, et ça, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, donc ça doit vous parler, c'est le digital. Le digital arrive avec l'électron dans un réseau de distribution qui est là. Et lorsqu'il y a un nuage qui passe, il faut que
vous et moi, on ne soit pas perturbés par le fait que brutalement les flux d'électricité s'inversent. Et donc c'est notre enjeu aujourd'hui, c'est de rendre, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, M. Gestem, c'est le réseau smart intelligent, c'est-à-dire que c'est le réseau qui va s'autogérer pour pouvoir être en capacité de vous offrir le même confort que s'il y avait ou pas de soleil ou pas de vent, etc. Voilà. Donc il faut quand même savoir que l'intermittence, c'est un vrai sujet pour nous. Et donc on va aussi s'orienter vers cet accompagnement des territoires, parce que Enedis travaille pour les territoires, puisqu'on est quand même des concessionnaires, et on a comme ambition effectivement d'accompagner la transition énergétique. Ayez juste en tête que 95% des solutions d'ENR, d'énergie renouvelable, donc photovoltaïque, éolien, méthanisation, sont raccordées au réseau de distribution. 95%. Et 100% des voitures électriques, des nouveaux usages de la voiture électrique, sont raccordés au réseau de distribution. Vous parliez tout à l'heure de l'hydrogène, donc on travaille aussi sur d'autres projets d'hydrogène. L'hydrogène, elle a besoin d'électricité. Quand on parle de méthanisation, tu parlais de GRDF tout à l'heure, on a besoin aussi de pompes et de compresseurs, donc c'est aussi de l'électricité. Donc à chaque fois qu'il y a une solution d'énergie renouvelable qui apparaît, on est nous, en amont, on essaye d'accompagner le plus possible le porteur du projet pour qu'on intègre ça. L'idée, c'est quoi? Comme quoi, ça veut dire que vous en avez la capacité. On en a la capacité. On a capacité. De toute façon, la loi de transition énergétique, nous en sommes un facilitateur. Nous sommes obligés d'accueillir ces nouvelles sources de production. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on le fasse au juste prix, et surtout pour que le client paye le moins cher possible. Parce que si la commune ou si le client du département dit « moi je veux à un tel point d'injection », on peut des fois construire des réseaux de plusieurs kilomètres. On peut peut-être envisager ça différemment et puis le positionner au meilleur endroit pour dimensionner au plus juste. Notre idée, c'est d'avoir les réseaux qui soient dimensionnés juste pour la consommation, on va dire, de croisière, de la consommation normale, et pas pour des pointes qui seraient complètement erratiques ou très très rares. Alors Yves Compès, pour revenir à Wattway, parce que on sait qu'il y a des centrales au sol, est-ce que cette technologie, je ne sais pas, est plus complexe pour vous? Finalement, on peut s'y adapter sans trop de soucis, le fait que ça soit sur le sol, et différemment, c'est un peu la question qu'on peut se poser en néophyte, on va dire. Alors la complexité, on a eu deux phases. Donc la phase travaux, donc j'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'effectivement, nous sommes aussi un utilisateur de l'espace public, puisqu'on crée soit des réseaux aériens, soit des tranchées. Donc il faut aussi qu'on cohabite. Donc là, on a compris qu'il fallait qu'on soit les premiers, et puis ensuite, on n'y allait plus. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, l'utilisation des engins lourds, parce que c'est quand même important. Et puis après, il y a la pédagogie, parce qu'un raccordement, et ça, j'invite tous les élus qui sont dans la salle ici, ça se prépare, ça se travaille, on étudie le projet ensemble, il y a toute une série de procédures et d'autorisations à obtenir. Donc tout ça, ça doit être fait de façon maîtrisée. On a des équipes chez nous qui sont capables de faire des calculs et de nous faire des propositions qui sont au mieux de votre intérêt. Donc ça, c'est la pédagogie. Après, il y a le monde de l'accès à l'électricité, l'accès au marché. Donc ça, c'est le code de l'énergie. Et donc, c'est effectivement des étapes à franchir qu'on a franchi avec Wattway, parce que eux, ils avaient une compétence, nous, on en avait une autre. Et en fait, on a réussi mutuellement, en s'alertant et en échangeant, finalement, à trouver la meilleure solution pour qu'effectivement, à un moment donné, il y a un électron qui est produit sur cette route. Et ça, pour nous, c'est du photovoltaïque normal. Mais après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le rachète, un agrégateur, etc. Et que tout ça, ça se fasse le plus vite pour que le département soit content. Donc ça, c'était aussi un travail de pédagogie. Ce n'est pas du plug and play, on n'est pas dans le cloud. L'électricité, il y a des réalités électrotechniques. Et donc, quand on raccorde une source d'injection, il faut que derrière, il y ait une consommation, puisque en permanence, le réseau, lui, il fait quoi? L'arbitrage l'équilibre plutôt entre la production et la consommation. Donc, c'est vraiment le lien physique. Il n'y a pas aujourd'hui de mirage où l'électricité s'enverrait dans l'air, etc. Donc, on a accompagné nos amis du Wattway là-dessus, parce qu'effectivement, il fallait qu'on se comprenne. Et qu'après, ils trouvent le jour de l'inauguration, la production sur soit le réseau, soit sur une solution de borne électrique. Alors Philippe Harel voulait réagir, après je vous poserai encore une question. Allez-y, oui, Philippe Harel. Juste un ou deux points. Déjà, je voudrais remercier Enedis, parce que c'est vrai qu'on ne parlait pas la même langue au début. Et c'est assez compliqué. Nous, on vient de la route. On fait de l'électricité, certes, mais on vient de la route à la base. Donc, on fait des chaussées, on est habitué au chantier, on est habitué à réaliser cette partie-là. Et on s'est retrouvé dans un marché qui n'est pas encore le nôtre totalement. En tout cas, dans nos chantiers d'application, on faisait que des petites surfaces. On faisait des 25, 50, 100 mètres carrés. C'est la limite qu'on s'est fixée, parce qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin pour tester techniquement le sujet.
Par contre, dans le sujet dont on parle beaucoup, c'est le chantier de l'Orne qui fait 1 km de long, 2800 mètres carrés. Et là, on commence à arriver à des unités où on va produire, on estime à 280 mégawattheures la production annuelle qu'on va avoir. Et c'est vrai qu'on est rentré dans un domaine qui est passablement pas le nôtre encore, mais ça va l'être bientôt. Et le discours avec Enedis qui au début était pas simple parce que nous on avait des contraintes purement routières de dire attendez, on fait une chaussée qui va coûter quelques millions d'euros, si vous venez faire des tranchées après ça nous semble un peu compliqué, mais le rythme de fonctionnement que l'on a actuel fait qu'il fallait absolument travailler ensemble. Et franchement, on a réussi, quoi. On a réussi, on va sortir l'inauguration avant la fin de l'année, d'un chantier qui est plutôt sympathique. Et l'accompagnement qui a été fait derrière avec le chef de projet Pierre Savary qu'on a eu, vraiment nous a été très utile pour comprendre les usages, pour comprendre à qui s'adresser, comment, pourquoi, les différentes démarches de responsable équilibre et autres qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Voilà. Donc c'est un vrai travail de partenariat qui fait qu'en effet, on va sortir le projet à temps, quoi. Alors Olivier Compès va en parler dans un instant, mais juste je voulais vous poser quand même un mot, Philippe Harel, parce que c'est un peu toujours la question, Oui. enfin c'est un peu la question parfois qui revient, Oui. qu'on peut se poser. Hein. Olivier Compès a prononcé le mot de coût. On sait bien que c'est quand même une nouvelle technologie, on est en train aussi de la tester. On se pose la question en disant est-ce que ça ne va pas coûter trop cher. Enfin, il y a toujours cette question qui vient quand même en filigrane dans ce projet Wattway, on ne peut pas l'éviter. Oui. Vous n'êtes pas la première à me la poser, oui. Le problème du coût aujourd'hui, c'est que c'est compliqué, c'est pas qu'on ne veut pas répondre, aujourd'hui il y a un coût. On est entre 2000 et 2500 euros du mètre carré. Si on doit donner un prix, c'est ça qu'on donne. Le problème, c'est que, si je dois prendre des analogies, vous avez l'avion solaire Solar Impulse. Quel est le coût de cet avion au regard d'un Airbus qui va transporter des passagers? Je veux dire, on est dans ce monde-là. On n'est pas du tout dans un coût aujourd'hui qui est un coût industriel. On a tout un travail à faire qui doit se faire dans les 2 années à venir. En tout cas, c'est ma feuille de route. On doit industrialiser la fabrication des dalles. Aujourd'hui, on a un process, mais avec des dalles qui sortent avec un rythme qui est relativement faible, puisqu'on n'a pas industrialisé, on n'a pas de volume, hein, on fait que des petits chantiers. On a l'industrialisation de la pose, qui n'est pas encore... Il y a beaucoup de prestations mécaniques sur YouTube, vous verrez des films de pose, et c'est encore très manuel, puisqu'on s'applique et on fait des choses vraiment très précises. On veut être sûr de qualifier le produit, et on n'est pas encore dans cette phase-là, mais on accélère et on est en train d'industrialiser la pose. On a toute la partie raccordement ingénierie, où là, on est déjà la 2e version de raccordement pour le chantier de l'Orne, et tout ça en 5 mois. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le coût, il tient compte d'un coût qui est un coût plutôt prototype, dans l'esprit. Il tient compte du temps qu'on va passer dessus, parce qu'on fait du monitoring, ça a été dit par Enedis, en dehors de la mesure de la production. On va mesurer, nous, le trafic de véhicules qui passent dessus. On va mesurer la météo, et avec ces 3 combinaisons-là, on va faire des analyses statistiques pour justement qualifier notre produit et savoir jusqu'où il peut aller. Donc ça, ce sont également des coûts annexes qui n'ont rien à voir avec le photovoltaïque. On va faire des visites tous les 3 mois sur chaque site pour venir vérifier l'état de fonctionnement, l'état de dégradation, l'état de salissure. La maintenance va être un gros coût sur le projet, parce qu'il faut qu'on s'assure en permanence de la qualité de ce qu'on a pour pouvoir faire ce suivi et en tirer des conclusions au terme de l'expérimentation. Donc aujourd'hui, on a un coût qui n'est pas un coût industriel et qui n'est pas comparable à quoi que ce soit d'autre. Enfin, si ce n'est à des prototypes, des concept cars ou que sais-je, mais voilà, on est dans ce coût-là. Donc c'est pas qu'on veut écarter la question, puisque je vous donne le coût, mais si on nous compare à une autre énergie renouvelable, on n'est pas du tout là. Ce qui est sûr, c'est que notre objectif, et ce qui est toujours ma feuille de route, c'est qu'il faut qu'en 2020, on soit à des coûts comparables aux autres énergies renouvelables. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Aujourd'hui, je dirais que quand vous regardez une installation photovoltaïque installée sur un toit de bâtiment, vous avez des cellules photovoltaïques, on a des cellules. Vous avez des châssis, on a des structures plutôt sur des bases de polymères ou autres. Vous avez de l'ingénierie, raccordement câble, on a également cette partie-là. Et la pose au collage, qui va être automatisée, va aller beaucoup plus vite que d'aller monter sur un toit et installer une structure en toiture. Donc voilà, mon enjeu, c'est celui-là, c'est vraiment de viser en 2020 un coût comparable et compétitif aux autres énergies renouvelables, ce que nous n'avons pas du tout aujourd'hui. Je le dis, je le redis, parce que cette question-là, c'est une vraie bonne question. Mais par contre, c'est l'enjeu. Si on n'est pas capable d'y arriver, de toute façon, on va se retrouver soit dans un marché de niche, ou puisqu'on va travailler sur des solutions. On propose des solutions, nous. Donc on va peut-être travailler sur des solutions où on sera les seuls à pouvoir aller, mais avec un prix plus fort. Je prends l'exemple d'une toiture. Bien évidemment, vous êtes contraint par la taille de la toiture. Si vous avez besoin de plus de surface,
la route, je ne vais pas dire que c'est illimité, mais la surface routière aujourd'hui disponible est énorme. Donc on sera positionné différemment et on ne sera pas en compétition. Ce n'est pas notre jeu, nous, de venir. On n'a pas vocation à remplacer les fermes solaires ou quoi que ce soit. On va travailler sur notre sujet et puis on verra bien à quel prix on arrive et quelles solutions on est capable de proposer suivant les cas d'usage. Alors ce que vous dites, ça va me faire réagir par rapport à François Guettem. C'est vrai, quand on est une collectivité, on en parle suffisamment, on regarde justement de près le coût. C'est très bien aussi de passer à la transition énergétique, mais il y a cet enjeu majeur derrière. Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, on s'est donné grosso modo 2 ans en temps masqué par rapport à notre programme d'aménagement, donc sur cet écoquartier pilote de la remise à Voisins le Bretonneux. Pendant 2 ans, évidemment, on va travailler beaucoup sur des modèles économiques, sur de la modélisation aussi. On a la chance aussi chez nous d'avoir un partenaire ingénieriste qui s'appelle Aegis, qui a un petit peu de métier, qui a commencé à travailler sur ces questions-là aussi en Europe du Nord, et qui va nous accompagner en parallèle des distributeurs, des gestionnaires de réseau, pardon, et puis des providers de solutions, dont évidemment Wattway. Et l'idée, c'est d'arriver à mi-2019 avec un go-no-go à proposer à nos élus sur la base d'un modèle économique qui fonctionne et qui soit alimenté et qui intègre ces énergies renouvelables, dont une grande partie de Wattway. Mais l'idée, c'est aussi parce que nous, quand on construit un quartier, c'est pour des dizaines d'années, et on se doit aussi d'anticiper l'intégration de futures solutions technologiques, si possible durables. Et ce service de flexibilité qui sera permis à la fois par ce travail partenarial avec le technique et les distributeurs, c'est ce qui va permettre de ne pas insulter l'avenir, en fait, de préparer la transition énergétique. Alors juste un mot, Olivier Compès, quand même, avant que je n'oublie pas Pierre Soulard, évidemment, de parler de ce qui se passe aussi à Lyon. Un mot, puisque vous l'avez évoqué, évidemment, ce projet de route solaire aussi dans l'Orne qui vous concerne. C'est vrai qu'il y a souvent des puissances qui sont quand même importantes dans le rural, mais pas comme ça longitudinal. Il y a aussi du nouveau là-dedans pour vous, pour Enedis. Oui, c'est un chantier totalement atypique, puisqu'effectivement, on a des fermes solaires dans le rural qui sont plutôt rassemblées sur, on va dire, sur une forme plutôt carrée, en tout cas. Mais là, une forme aussi longue, c'était un vrai défi pour nous, puisqu'il fallait définir effectivement les points d'injection, etc. Et puis c'est pour ça, Philippe l'a très bien dit, on traite tous les clients de la même façon, mais celui-là est un peu particulier parce que c'était une nouvelle forme de clientèle. C'est comme quand vous, sur Saint-Quentin, vous voulez transformer l'électricité produite par les ENR en hydrogène. Il faut comprendre le process, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc il y a des chefs de projet à chaque fois qui sont désignés, qui rentrent vraiment dans le fondement de la solution pour offrir une solution sur mesure. Parce que sinon, effectivement, vous êtes traité comme vous et moi, parce que c'est un raccordement d'une habitation ou d'une solution, on va dire, standard. Là, on n'est pas sur du standard, on est quand même en train de préparer l'avenir. Je pense que vous l'avez dit. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure DSO, système complexe. On est vraiment un gestionnaire de système complexe, parce qu'on vient nous plugger des nouvelles solutions. Et il faut que nous, on comprenne comment finalement cette impédance électrique va venir perturber ou pas le réseau complet, et il faut que ce soit totalement neutre pour les voisins. Totalement neutre pour les voisins. Aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est des solutions avec des panneaux photovoltaïques et les clients de l'immeuble qui souhaiteraient, par exemple, être en autoconsommation une partie de la journée, voire revendre l'électricité. Toutes ces solutions-là, nous, on les étudie. Et c'est là où la donnée nous est très utile avec le compteur Linky pour mesurer tout ça. Et on fait des applications avec d'autres industriels, justement, pour que la collectivité, quand elle vient avec une solution, on va dire, d'écosystème, de quartier, ce qu'on appelle le Smart City, on ait des solutions qui soient proposées. On n'est pas simplement des connectiques électriques, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. On est aussi dans l'intelligence de la donnée pour optimiser tout ça. Parce qu'il faut bien que quelqu'un mesure cette électricité. Et ça, c'est bien le rôle d'Enedis. Mais avant de mesurer quoi que ce soit, il faut d'abord raccorder. C'est ça ça a été notre défi au départ. Et je me rappelle avoir dit à Philippe, quand on est sorti de la deuxième réunion, j'ai dit, si on arrive à vous raccorder en décembre, je pense que ça relève du miracle. Et on n'est pas loin d'y arriver, je pense. Mais ce jour-là, moi, j'étais vraiment pas très rassuré. Pour vous donner quand même une information, on a quand même été voir les ministères pour les alerter sur le mode de rémunération de ce type de production. Parce que la loi de transition énergétique, elle prévoit des solutions, mais pas toutes. Et Wattway est vraiment
est vraiment pour ça disruptif et a amené aussi des solutions que le législateur devait envisager. Oui, Ça, comme c'est quoi- fabuleux pour nous parce que ça veut dire qu'on est vraiment à la pointe en France de ce que pourra se faire demain. Et voilà, on raccorde aujourd'hui des nouvelles solutions qu'on n'avait même pas imaginées à 6 mois. Voilà. Comme quoi, on dit souvent que les entreprises poussent beaucoup, mais on a une nouvelle preuve. Alors, on continue à voir les applications de Wattway, parce qu'on parlait de mix énergétique, de l'éclairage urbain, des bornes de recharge, qui peut se passer aussi en termes de mobilité. C'est pour ça que je vais passer la parole avec Pierre Soulard, qui est au service mobilité urbaine à Métropole de Lyon. Donc, nous dire ce que vous aussi, ce qui vous intéresse dans ce projet, ce qui peut se mettre en place aussi ici dans cette ville de Lyon. Oui, donc moi je suis pas un expert en énergie, mon métier c'est la mobilité au sein de la direction de la voirie, donc ici aussi du monde de la route. Et aujourd'hui, mon activité c'est de proposer une offre de mobilité différenciée, fiable et efficace à l'ensemble des habitants de l'agglomération. Et du coup, on arrive au sujet de l'énergie à travers l'électromobilité par exemple, ou à travers aussi nos propres équipements quand on est avec un enjeu de sobriété énergétique sur ces sujets-là. Le chantier d'application qu'on a identifié sur Lyon en discutant donc avec Wattway, on est sur un aménagement cyclable qui nécessite la mise en place de feux de signalisation tricolore dans un site difficilement raccordable au réseau de distribution classique. On n'est pas en race campagne, mais presque. Et donc l'idée, c'est comment on arrive à équiper, en tout cas à alimenter un feu de signalisation tricolore dans un site isolé comme ça. Donc ça fait quelques années qu'on travaille sur l'efficacité énergétique de nos feux, on passe sur des kits à diode, on passe sur des contrôleurs de feu basse consommation, quoi. Bref, je vous passe les éléments techniques. Et aujourd'hui, on est en capacité à alimenter avec des batteries de l'énergie solaire nos équipements. Et donc c'est bien ça l'idée, c'est en s'inscrivant dans notre schéma directeur énergie du Grand Lyon, d'innover, de chercher en tout cas d'identifier les initiatives ou les innovations qui peuvent permettre d'avancer en fait et d'identifier aussi des opportunités, comment ces ruptures technologiques peuvent apporter des innovations et des opportunités pour la gestion de cette transition énergétique. Donc l'idée, ça serait de mettre cette route solaire qui puisse justement alimenter ces feux. C'est ça, donc l'idée de mettre des panneaux, les panneaux solaires au sol qui vont alimenter du coup le feu en local pour gérer les contraintes de circulation. Dans quel coin Entre Fézin et Vénissieux. Entre Fézin et Vénissieux, d'accord. Tout à fait, pour passer un ouvrage d'art qui est étroit. D'accord, et là vous êtes en tout début de l'étude. On est dans l'étude de faisabilité avec un chantier d'application sur 2017, tout à fait. Et vous, à plus grande échelle, justement dans la ville de Lyon, comment vous pouvez l'envisager? Ça peut être des projets, même si là on est vraiment dans les perspectives, on parle beaucoup d'avenir avec vous, on n'est pas encore dans le concret. À plus grande échelle, c'est vrai que ça s'inscrit dans ce schéma directeur énergie de la métropole Lyon. Il faut qu'on trouve des nouvelles solutions pour passer cette transition énergétique quelque part. Il y a aussi les enjeux de la ville intelligente, la métropole intelligente, où en gros il nous faut dans tous nos métiers, y compris notamment dans la mobilité, des capteurs, des équipements de terrain qui nécessitent aussi d'être alimentés. Donc on est encore une fois dans comment en local on peut alimenter sur nos routes, sur nos voies les différents équipements, que ce soit les panneaux messages variables, donc les panneaux lumineux d'information, les bornes de recharge véhicules électriques, vous en avez parlé, les caméras de vidéosurveillance, l'éclairage public. En gros, voilà comment aussi tous ces équipements peuvent contribuer Wattway peut contribuer à l'alimentation de ces équipements-là. Donc on est bien dans l'identification de ces cas d'usage et comment, dans un chantier d'expérimentation comme celui-ci, on va en effet tester les limites, voir comment ça fonctionne. Est-ce que l'encrassement, quelle est la difficulté liée à l'encrassement, la difficulté liée aussi aux vibrations, on va être sur un ouvrage d'art, la difficulté liée à la maintenance ultérieure, à la performance énergétique globalement, est-ce que le feu va rester allumé tout le temps quand même? Bon, on est un peu rassuré quand même, en tout cas on fait en sorte. Mais c'est aussi peut-être des nouvelles opportunités. Le fait d'installer cet équipement-là, est-ce que ça peut pas être l'occasion aussi d'avoir associé un comptage véhicule, soit un comptage véhicule sur le dispositif lui-même. On parlait de comptage, mais comptage électrique, on peut aussi voilà, faire il y a aussi le comptage véhicule. Donc en gros, c'est une application supplémentaire d'un équipement comme celui-ci, voilà, les voitures passent sur la plaque, il y a des ombrages. Est-ce que ça peut permettre d'avoir des éléments de comptage, ou par ailleurs, on a aussi des enjeux sur les îlots de chaleur urbains et avoir des détections et mesurer l'ensoleillement par exemple avec on a différents capteurs, mais est-ce que celui-ci pourrait pas faire les deux en même temps, alimenter et en plus capter et avoir des informations sur ces questions-là
et du coup travailler sur un autre enjeu du schéma directeur énergétique, donc ce réchauffement climatique et les îlots de chaleur urbains à traiter. Comme quoi on le voit, Philippe Harel, à travers tous ces exemples, on est bien au-delà uniquement de la route solaire. Enfin, voilà, là, on le voit dans des cas où, par exemple, pour des zones isolées, c'est très intéressant et on peut voir qu'il y a aussi d'autres perspectives. C'est multiple. On est au tout début du projet. Hein. Ce qui est très intéressant dans cette application, c'est que nous, on avait bien évidemment identifié les sites isolés, à savoir, ça paraît être le plus logique, vous n'avez pas d'énergie. Excusez-nous, mais on ne tire pas toujours du réseau Enedis. Il y a des moments où on s'en passe. Et donc, c'est un fonctionnement naturel. On va mettre des batteries, du stockage ou autre, et on va fonctionner. L'applicatif Carrefour à feu tricolore, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les feux tricolores, donc je connais un petit peu aussi. Et c'est vrai que moi, ça me semblait pas, bizarrement, me semblait pas être un essai naturel à faire pour les problèmes de sécurité, pour les problèmes de garantie un Carrefour à feu, vous ne pouvez pas l'éteindre. Enfin, vous pouvez pas. Officiellement dans le code de la route, il peut fonctionner éteint, mais il est accidentogène par définition. Donc voilà, c'est quand même un cas un peu extrême dans lequel vous devez garantir un fonctionnement 24/24, 7 jours sur 7, etc. Et de fait, cet applicatif-là, moi je trouve que c'est un super challenge parce que ça nous pousse. Moi je cherche toujours les limites, donc ça nous pousse aux limites pour aller tester un applicatif. Bon, l'agglo de Lyon, par définition, est extrêmement présente et en général en pointe sur pas mal d'innovations et pousse notamment en mobilité avec Optimode ou autres que je connais bien. Il y a pas mal de projets comme ça, innovation, qui sont bien portés. Donc là aussi, on sait qu'on aura en face de nous des clients exigeants. Alors des fois, certains pourraient dire trop ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, moi j'adore. J'adore parce que de fait, je sais qu'on va nous demander des choses au bon niveau. On va nous demander d'être vraiment... on va pas rabaisser les solutions, on va pas rabaisser les résultats, on va pas viser l'à peu près, quoi. On va viser l'excellence et on est obligé de faire ça. Et le double effet auquel je ne m'attendais pas, mais du tout, et dans notre première discussion, j'ai découvert ça et j'ai adoré, c'est que, en plus, voilà, les idées, nous, on cherche tout le temps des idées en tant qu'entreprise, avoir des idées innovantes, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos panneaux. Donc, on a déjà des projets sur nos produits. Et là, Pierre vient d'en parler, il y a déjà 2 solutions différentes. C'est de dire, avec l'ombrage, on va avoir des séquences d'ombre qui vont passer sur les panneaux. Et donc la production derrière va avoir un mouvement. Et ce mouvement, si on le corrèle aux ombres, on va pouvoir faire du comptage avec. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait même pas imaginé une seule seconde. Et par nos clients reviennent des idées qui font peut-être l'avenir de Wattway. Donc voilà, merci pour ça. Mais c'est vrai que ça fait partie des solutions où on est extrêmement friand de ce genre de demande, quoi. Alors j'imagine vous êtes nombreux, il y a peut-être aussi des questions. On a un tout petit peu de temps pour des questions, donc n'hésitez pas à lever la main, à vous présenter. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est toujours la première question. Il y a une question dans le fond. Alors, je ne sais pas si vous avez un micro en revanche. Si quelqu'un peut passer un micro, ça va être un peu compliqué. Il fonctionne celui-ci? Non, il ne fonctionne pas. Bon, allez-y, criez. C'est pas évident. Alors, il serait de combien le coût à l'horizon 2020? Je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu. C'est difficile de répondre parce que, en fait, dans notre prix actuel, quand je parle du prix mètre carré, j'intègre tout. J'intègre la pose, j'intègre le raccordement électrique et j'intègre tout ça. Donc, suivant les configurations de chantier ou autres, on va avoir des installations plus ou moins simples, plus ou moins faciles, plus ou moins rapides à la pose par rapport au cas d'usage qu'on a imaginé. Ce qui est sûr, c'est que par rapport au coût actuel, on va avoir un diviseur à trouver entre 10 et 20 pour vous donner un objectif. Oui, divisé par 10 ou divisé par 20. Le problème, c'est que on ne peut pas toucher que... mon patron dit c'est comme un Airbus qu'on pilote avec 3 réacteurs. Et si on pousse que sur un côté, on va tourner un peu en rond, quoi. Et il a raison, j'aime bien cette image, c'est que si on modifie la dalle photovoltaïque pour faire baisser... Aujourd'hui, notre prix, c'est 1/3 le module, pour simplifier, hein. 1/3 la pose et 1/3 le raccordement. Donc si on travaille que l'industrialisation du module, mais qu'on ne regarde pas le reste, on est à côté de la plaque. Donc on doit travailler les 3 sujets. Et je n'ai pas la réponse aujourd'hui, puisque ça fait partie de la feuille de route des 2 ans. Mais voilà, il faudra qu'on divise au moins par 10 notre prix, quoi. Donc ça donne quand même la barre à sauter, elle est sympathique, quoi. Ouais. Mais c'est toujours pareil. Sur la partie industrielle, entre guillemets, ça va être assez facile. Tout est relatif, mais il n'y a pas de raison que notre panneau, industriellement parlant, coûte beaucoup plus cher qu'un panneau traditionnel, à l'exception du volume. C'est-à-dire que vous des panneaux photovoltaïques qui arrivent de Chine, made in China, et que vous avez par million de mètres carrés. Nous, on fait déjà du made in France, avec nos fabrications de dalles qui sont fabriquées à Tourouvre avec un industriel français.
Bon, voilà, c'est un pari qu'on a fait et c'est un choix politique également, hein, politique d'entreprise, qui ne va pas être super simple à gérer, mais en tout cas, on le tient pour l'instant. Et voilà, on a des enjeux devant nous intéressants. Des questions encore? Allez-y. Oui. Alors, à grande échelle, est-ce que la production restera en France? Je répète pour ceux qui n'entendraient pas. Alors, tout dépend de la grande échelle. Le problème, c'est qu'on est en train de démarrer des fabrications aujourd'hui en France par rapport au volume qu'on estime pour les quelques années à venir. Donc, on a un partenaire avec qu'on a choisi, qui s'appelle SNA, avec qui on travaille. On a fait un transfert technologique. Le produit a été développé en partenariat avec le CEA. Donc, on a fait un transfert technologique chez cet industriel-là. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable, parce que c'est aussi nos chantiers d'application qui vont nous permettre de définir si demain notre marché, c'est un marché de volume ou un marché de niche. Et à l'heure actuelle, on n'est pas capable de répondre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un projet mondial. Ça veut dire que la moitié on doit adresser une centaine de chantiers aujourd'hui pour tester nos cas d'usage, à peu près. Et on va en faire la moitié en France et la moitié à l'international. Donc là, on prépare déjà quelques chantiers à l'international. Ce qui est sûr, c'est que si demain, une bonne partie de notre marché, c'est l'Europe, potentiellement, on pourra délivrer à partir de notre usine, notre partenaire de Tourouvre, voire un développement et un investissement personnel que nous ferons, et de préférence en France. Par contre, si demain, le marché que l'on attaque, on a des demandes au Japon en ce moment, on a des demandes aux États-Unis. Si on a un gros marché aux États-Unis, il y aura une forte probabilité qu'on ait une implantation aux États-Unis un jour ou l'autre. Mais c'est vraiment prématuré pour répondre, mais on ne s'interdit rien. Ce qu'on veut privilégier, c'est tout ce qu'on peut faire en France, on va le faire, ne serait-ce que par qualité, présence, disponibilité, proximité et autres. Donc ça, c'est quand même bien plus simple à gérer. Après, tout dépendra de l'évolution de Wattway, quoi. Une autre question, et allez-y, je vous en prie. Alors, je répète la question. Alors, est-ce que Wattway a la même adhérence, c'est ça, qu'un revêtement standard, c'est ça? Oui. Alors, la réponse est oui, mais je détaille un petit peu. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, notre métier, c'est la route, à la base. Donc, c'est vrai que le comportement d'une chaussée, l'adhérence d'une chaussée, la drainabilité d'une chaussée, tous ces comportements que vous retrouvez sur la route et qui font votre sécurité, c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement. Donc là, un des enjeux, c'était vraiment de retrouver des performances qui soient similaires. Donc les dalles qui sortent, celles que vous verrez là-bas, je vous invite à aller sur le stand, les dalles qui sortent de l'usine sont complètement brillantes, lisses, que vous retrouvez des fois dans quelques photos, parce que ce sont assez sympas quand c'est tout brillant, donc vous retrouvez ces photos-là. Et lorsqu'on pose ces dalles-là, et qu'on les raccorde et qu'on les installe sur un chantier, on vient ensuite mettre par-dessus une résine transparente avec des grains de verre recyclés concassés. Et c'est ce qui va faire le grip et l'adhérence que vous avez sur la chaussée. Et on a deux typologies de grains de verre, deux granulométries en fait. Une qui est plutôt à tendance routière, qui fait qu'on va retrouver des critères. De toute façon, une route, c'est homologué. C'est-à-dire que quand vous réalisez une chaussée, vous devez d'avoir ce qu'on appelle la PMT, le SRT. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez deux critères qui définissent le fait que vous avez la bonne adhérence, suivant la typologie de route, et la bonne drainabilité. Et donc là, on respecte parfaitement ces critères-là, sinon on n'aurait même pas pu venir se positionner sur la chaussée. Et après, on a une granulométrie plus fine, qui va être plutôt dédiée à des zones piétonnes ou à des voies cyclables, puisque là, le grain de verre un peu rude, parmi les interrogations ou les questions qu'on a des fois, c'est oui, mais si je tombe dessus, ou si mon gamin tombe dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors, un deux roues, en général, il préfère ne pas tomber que de tomber sur quelque chose d'adhérent, parce que s'il glisse, c'est un autre problème. Un gamin, voilà, on a pris le parti de faire des grains de verre plus fins. Ça ressemble à du papier de verre pour faire l'assimilation. Vous avez du papier de verre grain fin qu'on va mettre sur des zones piétonnes où vous avez une bonne adhérence, et du gros grain sur des routes pour avoir une adhérence qui tienne sous la pression des pneus. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière question? On a un timing calibré ici. Juste pour info, s'il y a d'autres questions, venez nous voir sur le stand. Si vous n'avez pas eu le temps, il n'y a pas de problème. Allez-y très fort. Les impacts sur les pneus, voilà. Alors, il y a un double impact. Il y a les impacts sur les pneus et les impacts des pneus sur notre système. Alors, les impacts sur les pneus, à partir du moment où on a la même adhérence, ça veut dire qu'on a à peu près la même rugosité. Donc, l'usure des pneus au regard de notre produit va être similaire et va dépendre en fait à quoi on le compare. Vous avez des chaussées qui sont plus ou moins, et ça dépend de la qualité du granulat. Vous avez des granulats très durs qui vont donner une grosse adhérence, mais qui vont user un peu plus les pneus, et des granulats plus fins qui auront une mauvaise adhérence et qui vont moins user. Par contre, à contrario, dans le même effet, l'usure des pneus va provoquer de la gomme et des salissures qu'on va récupérer sur notre produit et qui, eux, vont avoir un effet négatif sur la production. Et ça aussi, c'est l'enjeu de nos chantiers d'application. Nous, on part d'un principe simple qui est qu'une chaussée auto-nettoyante,
Quand vous roulez sur une chaussée, globalement, vous avez toujours des chaussées propres et vous retrouvez les salissures en accotement parce que entre le vent relatif, le passage des pneus, la succion des pneus et la pluie, vous avez tendance à nettoyer. Donc on part sur ce principe-là de base qui fait qu'on devrait avoir un bon résultat. Après, on s'attend à avoir des endroits où on aura beaucoup plus de saliture en bande d'arrêt d'urgence d'autoroute, sur des giratoires où il y aura plus de grippe et plus de cisaillement qu'on appelle et d'usure de pneus. On va qualifier ça avec les chantiers d'application. C'est aussi l'enjeu de vérifier les pertes de production éventuelles là-dessus. Voilà, merci pour votre réponse. Comme vous l'avez dit, vous pouvez aller la voir, cette route solaire, là, juste sur le stand Bouygues. On voit même Colas depuis ici, donc n'hésitez pas à aller la voir de près. Un grand merci aux 4 intervenants d'être venus ce matin nous parler de cette innovation et une très très bonne journée à vous tous sur Polytech. Merci.